Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 19 mai. Il est 11h30, donc c'est la chronique du groupe Fred Zeller, dans laquelle je vais commencer aujourd'hui par vous faire part d'un communiqué de presse de la Fédération nationale de la libre pensée relatif aux menaces de dissolution de plusieurs associations. Voici donc ce communiqué de presse. Pour la défense des libertés démocratiques et la liberté d'association, contre les dissolutions liberticides d'associations qui ne plaisent pas au pouvoir macrono, lepéno, Retailleau. La Fédération nationale de la libre pensée est partisane des libertés démocratiques en général et de la liberté d'association en particulier. Par principe, elle est hostile à toute dissolution administrative ou répressive. En défendant inconditionnellement le droit d'association, elle ne prend évidemment pas à son propre compte les positions des associations ou organisations concernées qui ont le droit de défendre leurs propres positions, comme la FNLP, la Fédération nationale de la libre pensée, a le droit de défendre les siennes. Tout simplement, elle dénie au gouvernement actuel, comme à tout gouvernement, le pouvoir de décider quelle association ou organisation est légitime et quelle ne l'est pas. Un droit, une liberté ne se divise pas. La loi du 24 août 2021, dite loi séparatisme, a abusivement étendu le champ de la dissolution administrative des associations antérieurement limitées à celle des groupements armés et des bandes de hooligans. Comme la Fédération nationale de la libre pensée l'a dès l'origine dénoncé, ce texte constitue un instrument de répression supplémentaire dans la main du pouvoir exécutif et permet de porter atteinte à la liberté d'expression. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, vient d'annoncer le lancement de la procédure de dissolution d'Urgence Palestine et de la Jeune Garde qui pourrait alourdir encore le bilan des présidences Macron dans ce domaine. Depuis 2017, on compte 40 associations dissoutes, dont 30 au nom de la loi séparatisme, soit plus de dissolutions que durant la grosse décennie de présence du général de Gaulle à Matignon, puis à l'Élysée, alors même que se déroulait encore la guerre d'Algérie, commencée le 8 mai 1945 par les massacres à Sétif, Guelma et Kerata de milliers de combattants algériens en vue de l'indépendance de leur pays. Je rappelle que ces massacres de Sétif, Guelma et Kerata ont été l'objet de la chronique de la semaine dernière. Voilà. Donc, ce communiqué se conclut de la manière suivante. Abrogation de la loi séparatiste du 24 août 2021, puisque, bien évidemment, cette loi montre qu'elle aboutit à des dispositions liberticides par le nombre de dissolutions d'associations qu'elle a permis. Et précisément, je vais poursuivre cette chronique en vous faisant part d'un texte qui a été publié dans l'Émancipation syndicale et pédagogique, qui tire un bilan de la loi séparatisme. C'est un texte qui a été écrit par, je crois, notre camarade Dominique Gousseau, et qui tire un bilan après donc un certain nombre d'auditions de la libre pensée. Alors, voilà. Ce texte que notre association, la Fédération nationale de la libre pensée, FNLP, a combattu pendant de longs mois avec d'autres organisations réunies dans un collectif animé par la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, porte atteinte, selon nous, à des libertés fondamentales. Il est difficile pour une association comme la nôtre de réunir des informations exhaustives sur les conséquences de cette loi, d'autant qu'elle aborde de nombreux domaines. Ainsi, sur le principe, la FNLP avait pris position contre les dispositions du texte en matière de commande publique, dont beaucoup sont d'ailleurs inutiles parce qu'allant de soi. En effet, si l'exigence de neutralité des agents d'un opérateur économique privé concourant à l'exécution d'un service public administratif ne souffre aucune exception, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation en mars 2013 à propos d'une employée d'une caisse primaire d'assurance maladie, il en va en revanche différemment lorsqu'on est en présence d'un service public industriel et commercial. Par exemple,
Doit-on exiger une absolue neutralité des salariés de droit privé employés par une société assurant l'enlèvement des ordures ménagères sur le fondement d'une délégation de service public ou des personnels de ménage d'une société de nettoyage titulaire d'un marché public d'entretien ? Nous ne le pensons pas dans la mesure où il est ainsi implicitement, mais nécessairement porté atteinte au principe de liberté de conscience reconnu aux salariés par l'article L. 1121-1 du Code du travail. Nous évoquerons principalement 4 sujets. L'extension du champ de la dissolution administrative des associations. On vient d'en voir une application donc toute récente. Le conditionnement de l'attribution d'une subvention ou d'une aide en nature gratuite en faveur d'une association à la signature d'un contrat d'engagement républicain. L'introduction d'un régime de reconnaissance préalable des associations cultuelles en rupture avec les principes posés par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État, mais apte désormais à gérer un patrimoine non affecté au culte. La restriction des possibilités offertes aux familles d'instruire leurs enfants à domicile. Premier point, l'atteinte portée à la liberté d'association. La loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association est un texte de liberté si l'on met de côté le régime juridique particulier qui encadre l'activité des congrégations religieuses. Depuis la décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a reconnu à la liberté d'association le statut de principe fondamental reconnu par les lois de la République, PERLR. La loi du 24 août 2021 a rendu plus fragile cette liberté fondamentale. Les individus sont entièrement libres de se réunir pour mener une action commune au sein de la société civile. S'ils déclarent leur groupement à l'administration en fournissant les informations sommaires, son objet, sa dénomination exacte, son siège et le nom des responsables, celui-ci acquiert la personnalité morale. De 1901 à 1936, aucune disposition législative ne donnait le pouvoir à l'administration de dissoudre une association. À partir de 1936, l'État est fondé à interdire par décret les associations provoquant des actions armées ou présentant la nature de groupes de combat. L'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021, élargit abusivement le champ de la dissolution administrative des associations. Constitue notamment des motifs d'interdiction d'un groupement, citation, les agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens, le fait de contribuer par des agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propage des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. Fin de citation. De surcroît, les paroles prononcées par de simples adhérents, des salariés ou des bénévoles non membres de l'association peuvent être retenues contre celle-ci, sauf si les dirigeants apportent la preuve qu'ils n'ont pas eu les moyens ni l'opportunité de s'y opposer. Notons que le Conseil d'État, dans son avis préalable de décembre 2020, David, donc, il a donné sur le projet de loi. Donc, dans son avis préalable de décembre 2020, n'a pas contesté l'extension des motifs de dissolution administrative des associations par le Conseil des ministres. Il a simplement indiqué que devaient être exclus des motifs de dissolution ceux ayant trait, citation, à la dignité humaine, trop compliqué, trop polémique, et aux pressions psychologiques et physiques déjà réprimées par la loi Picard de 2001 sur les sectes. Des dissolutions inquiétantes. Après la promulgation de la loi du 24 août 2021, la haute juridiction administrative a élaboré une sorte de guide d'application de la dissolution administrative des associations dans 4 décisions du 9 novembre 2023. Compte tenu de la gravité d'une mesure d'interdiction d'une association, le Conseil a précisé que l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, donc déjà cité, doit être strictement interprété. Seule une menace grave de trouble à l'ordre public peut justifier une telle mesure. Il importe en effet de concilier liberté d'association et maintien de l'ordre public. Il n'en demeure pas moins
que le Conseil a validé la dissolution de 3 associations sur 4, le Groupement antifasciste de Lyon et environ, GAL, la Coordination contre le racisme et l'homophobie, CRI, et l'Alvarium. La première est intervenue sur le fondement de la provocation sur les réseaux sociaux à des agissements violents ajoutés au premier alinéa de l'article L212-1 par la loi du 24 août 2021. Les 2 autres sur celui du 6e ayant trait à la provocation à la discrimination. Notons que, dans les conditions actuelles, le mouvement surréaliste créé il y a tout juste un siècle aurait pu être dissous en raison de la célèbre phrase d'André Breton « L'acte surréaliste le plus simple consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard tant qu'on peut dans la foule. » Le conditionnement des subventions ou aides en nature. La loi du 24 août 2021 a introduit un article 10-1 dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec leurs administrations. Il s'agit de subordonner l'octroi d'une subvention ou d'une aide en nature, telle que par exemple l'attribution de la jouissance gratuite, temporaire ou permanente de locaux, à la signature d'un contrat d'engagement républicain, CER, dont on peut estimer qu'il instaure une véritable idéologie d'État. Un décret du 31 décembre 2021 a fixé le contenu de ce CER, contrat d'engagement républicain, qui appelle plusieurs remarques et dont l'application pose d'importants problèmes. Remarquons qu'avant la promulgation de la loi et la publication du décret, des élus avaient imposé sans base légale des chartes de la laïcité ou des CER avant la lettre. Ainsi, le conseil municipal de Chalon-sur-Saône avait adopté une délibération du 8 avril 2021 imposant aux associations demandant une subvention de s'engager à adopter en tout point un fonctionnement laïque et à s'abstenir de tout prosélytisme. Le tribunal administratif de Dijon avait annulé cette délibération au motif que le conseil municipal, citation, a imposé des conditions qui, par leur caractère général, méconnaissent la liberté de conscience. À certains égards, le décret du 31 décembre 2021, dont le Conseil d'État a reconnu la légalité dans un arrêt du 30 juin 2023, encadre les ardeurs d'élus extrémistes comme ceux de Chalon-sur-Saône. Néanmoins, il impose aux associations subventionnées de souscrire à une idéologie qu'elles ne partagent pas nécessairement ou regardent avec suspicion. Ainsi, l'engagement numéro 6 concerne, citation, « le respect de la dignité de la personne humaine ». Derrière cette formulation se cachent des choix philosophiques radicalement opposés, tout en étant soucieux de la dignité de la personne humaine. Par exemple, faut-il interdire l'aide médicale à mourir ou au contraire l'autoriser ? De même, l'engagement numéro 7 impose, citation, « de respecter le drapeau tricolore, l'hymne national et la devise de la République ». Comment exiger cela, par exemple, d'associations regroupant des citoyennes d'origine étrangère dont l'action est souvent un facteur essentiel de cohésion sociale, ou favorable à une monarchie hiérarchisée, ou réunissant des personnes proches du catholicisme intégriste ? En tout état de cause, ce décret a soulevé des cas de conscience dans nombre d'associations parfaitement républicaines, mais hostiles au CER, dont le fonctionnement dépend des aides en nature et ou des subventions reçues. Beaucoup ont signé à contre-cœur le contrat d'engagement républicain pour préserver des subventions indispensables à la poursuite de leurs activités, essentielles à la cohésion sociale et à la préservation des 2 millions d'emplois du secteur associatif. Parfois, la signature ne suffit pas à satisfaire les autorités concernées. Ainsi, le conseil municipal de la commune de Poitiers avait accordé en 2022 2 subventions de 10 000 et 5 000 euros en faveur de l'association Alternativa pour l'animation d'un atelier consacré à la désobéissance civile dans le cadre du village des alternatives. Le préfet de la Vienne, M. Girier, s'appuyant sur le 8e alinéa de l'article 10-1 de la loi du 12 avril 2000, introduit par celle du 24 août 2021, a demandé à la commune de Poitiers de mettre en recouvrement les subventions versées au motif que cette association ne mènerait pas une action conforme au contrat d'engagement républicain souscrit par le bénéficiaire. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les déférés du représentant de l'État dirigé contre le refus de la municipalité de Poitiers de procéder à cette mise en recouvrement. Sur un aspect particulier, le texte a des conséquences notables. Pour obtenir la jouissance gratuite, temporaire ou permanente d'une salle municipale, une association doit signer le contrat d'engagement républicain alors même que la loi de 1901 lui permet d'avoir son siège en mairie sans contrepartie.
de manière impressionniste. Il semble qu'en bien des endroits, les maires évitent de procéder à cette formalité. Beaucoup ont mesuré l'apport du tissu associatif dans une commune et ne souhaitent pas soulever des polémiques inutiles. D'autres élus s'en prennent à la liberté d'association avant même que de se poser la question de la signature ou non du contrat d'engagement républicain. Ainsi, à Montpellier, le maire refuse systématiquement les demandes de salles, gratuites ou payantes d'ailleurs, pour organiser des réunions publiques de soutien au peuple palestinien, de même que le préfet de l'Hérault a interdit nombre de manifestations sur la voie publique ayant le même objet. Les autres édiles appliquent le texte, mais nous n'avons pas d'écho d'éventuelles polémiques locales. Un régime de reconnaissance préalable des associations cultuelles. La loi du 24 août 2021 a profondément modifié en le scindant en trois l'article 19 ancien de celle du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État concernant les associations cultuelles. Le nouvel article 19-1 les soumet de fait à un régime de reconnaissance préalable à renouveler tous les 5 ans. Lorsqu'une association veut obtenir le statut de cultuelle en raison de son objet et de son souhait d'accéder aux avantages qu'il procure, elle doit déposer à la préfecture une déclaration spéciale assortie d'un dossier. Dans les 2 mois suivant l'enregistrement de cette demande, le préfet peut refuser de reconnaître les qualités d'association cultuelle au groupement qui en fait la demande. Le silence gardé pendant 2 mois par l'administration vaut acceptation de cette demande pour 5 ans. Ainsi, les services de l'État doivent nécessairement se prononcer sur la notion de culte en violation du principe fondamental énoncé à l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, au terme duquel la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Notons d'abord qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021, l'administration n'était pas dépourvue de moyens de contrôle. Elle pouvait a posteriori vérifier qu'une association cultuelle ne répondait plus aux critères requis. En effet, au terme du 5e alinéa de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de déclarification du droit et d'allègement des procédures. Citation. Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des 5 années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au 5e alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'association dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'État dans le département qui se prononce sur sa demande dans les conditions définies par décret. Ainsi, la Cour administrative de Paris a jugé légale la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions sus rappelées, a constaté que l'association des musulmans de Noisy-le-Grand ne remplissait plus les conditions à réunir pour la considérer comme cultuelle. Voilà. Alors, j'en arrête là pour ce texte que je reprendrai donc dans la prochaine édition de cette chronique, parce que là, je voulais revenir sur la suite des articles dont j'avais commencé la lecture la semaine dernière et qui est toujours sur ces questions de laïcité, mais qui est un texte tout à fait important que voici. La laïcité, ce n'est pas le racisme, c'est l'universalisme. Apparemment, aujourd'hui, tout le monde est pour la laïcité, de l'extrême droite à une certaine gauche, qui en inclut notamment Manuel Valls en passant par Emmanuel Macron et François Bayrou. Quand on voit leur discours contre les musulmans désignés comme l'ennemi public numéro 1, il y a alors une tendance à assimiler le racisme et laïcité. Or, c'est tout le contraire. La vieille ancienne de tous les racistes serait que l'islam est une religion à part et arriérée. C'est ce qui expliquerait qu'on applique à ses adeptes, ou présupposés adeptes, un traitement particulier et discriminatoire. Il suffit de lire l'ouvrage « La libre pensée dans le monde arabo-musulman » pour faire litière de cette ignominie raciste et xénophobe. La Révolution française va poser le cadre juridique du traitement de toutes les religions sans aucune discrimination. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 stipule une fois pour toutes la conception de la laïcité, citation, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Le nul
en question n'a pas vocation à s'appliquer uniquement aux citoyens français, mais bien à l'humanité tout entière. Ce principe est donc bien universaliste et contraire à toute idée de racisme et de discrimination. La loi de 1905 de séparation de toutes les églises, religions, et de l'État de 1905 va poursuivre ce chemin en faisant en sorte que toutes les religions soient traitées à égalité par une non-reconnaissance par la puissance publique. Reconnaissance est un terme juridique qui ouvre des droits. Par exemple, quand des parents reconnaissent un enfant, ils lui ouvrent des droits et s'imposent des devoirs envers lui. Le corollaire de cela est que les croyants de toutes les religions ont les mêmes droits que les non-croyants. Tous sont égaux. Il ne peut y avoir une quelconque discrimination du fait de croyance ou supposée croyance ou non-croyance. Toutes les citoyennes et citoyens sont strictement à égalité. La laïcité est la véritable synthèse des trois grands principes établis par la Révolution française et établis par la République comme moyen: liberté, égalité, fraternité. C'est pourquoi la laïcité est l'antithèse absolue du racisme, car elle impose un traitement égalitaire à tout le monde, sans aucune discrimination. La laïcité distingue la sphère publique, l'État, administration, collectivité publique, où certaines règles de neutralité doivent être respectées, justement pour ne faire aucune discrimination de quelque sorte que ce soit envers les citoyens et les usagers. Et la sphère privée, tout le reste, où chacun est libre d'exprimer ses opinions de la manière qu'il souhaite. La laïcité, c'est la liberté mise en œuvre effectivement. La Ve République est anti-laïque par nature et par essence. La Ve République est tout le contraire de ce principe. Par la loi Debré de 1959, elle favorise outrageusement l'Église catholique et son œuvre principale, l'enseignement catholique, financé sur les fonds publics, 12 milliards chaque année. Quand Lionel Jospin, Premier ministre en 2002, institue une instance de dialogue avec l'Église catholique et uniquement avec la succursale du Vatican, d'ailleurs le nonce apostolique ambassadeur du Saint-Siège est membre officiel de cette instance, il favorise outrageusement le catholicisme au détriment des autres religions, dont l'islam, qui est la deuxième religion en France en termes de fidèles. Quand Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée le culte israélite et participe à des escalités, à une cérémonie religieuse comme le Hanoucha, ou quand il fait un discours comme président de la République dans la cathédrale catholique Notre-Dame, ce qui est interdit par la loi de 1905. Il viole la laïcité et fait œuvre de discrimination envers les autres religions, comme l'islam, le protestantisme, le bouddhisme et les athées et libres penseurs, qui n'ont pas droit aux mêmes faveurs que le catholicisme et le judaïsme. L'affaire Betaram a montré aux yeux de tous la discrimination institutionnelle anti-laïque et raciste des gouvernements de la Ve République. Il existe les pires turpitudes dans l'enseignement catholique. Chaque cas dévoilé soulève l'horreur et l'indignation. Il est financé massivement sur des fonds publics et n'est jamais contrôlé par la puissance publique, alors que les écoles privées musulmanes sont en proie à un véritable harcèlement de contrôle, de répression, d'intimidation en tout genre, et fermées même illégalement par le pouvoir. Selon que vous serez musulman ou pas, les jugements vous rendront noir ou blanc, pourrait-on dire. Les violations de la laïcité ne peuvent qu'entraîner le racisme, car tous ne sont pas traités à égalité. Voilà, donc c'est la fin de ce numéro 2 de cette série d'articles, dont bien sûr la suite viendra lors de notre prochaine chronique lundi prochain. Nous en arrivons maintenant au choix musical que je vous propose d'écouter. Pierre Vassélu, Tout couleur. Elle vient d'un pays où on ne voit que son nom. On voit des horizons tout entiers dans ses yeux foncés. Elle a des colliers d'ambre et des boucles rouges orangées. Tout couleur, elle est tout couleur. Tout couleur. Elle vient d'un pays où la pluie se fait des amis.
Les vents de sable, le soleil de feu sont des ennemis. Elle vit toute l'année en aval du fleuve Sénégal. Tout couleur, tout couleur, tout couleur, tout couleur, tout couleur. Elle avance, elle marche, elle est fière, elle épeule jusqu'au bout des doigts qui cache son visage au tatouage de Bambara. Elle avance, elle ondule, elle roule, et le sang qui coule. Tout couleur, il est tout couleur, tout couleur, tout couleur. Elle avance, elle ondule, elle roule, mais le sang qui coule. Tout couleur, tout couleur, tout couleur, tout couleur, tout couleur. La vie, l'amour, la mort sont des tam-tams qui sonnent dans son corps. Des bonheurs, des malheurs, pas une larme, ni un cri de douleur. Car il passe dans son corps, dans son tête, partout, un goût de douceur. Tout couleur, tout couleur, tout couleur, tout couleur. Voilà, donc c'est une très belle chanson de Pierre Vassiliou, une chanson qu'on peut qualifier d'antiraciste. Je voudrais, pour conclure cette chronique, rappeler que jeudi dernier, donc, s'est tenu à Périgueux un rassemblement contre les génocides, exigeant l'arrêt immédiat des attaques contre le peuple palestinien, et que ce rassemblement, je crois qu'il y avait environ 150 personnes présentes, et le groupe Fred Zeller donc, a appelé à participer à ce rassemblement, comme il appellera au prochain rassemblement et manifestation. Donc maintenant, je vous souhaite une bonne semaine et vous propose de nous retrouver pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller dès lundi prochain à 11h30 sur Radio Libre en Périgord. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord.
Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. qui la couvre, elle tient ton glaive